Merci de votre fidélité à Débat de presse, le décryptage de l'actualité nationale et internationale sur la RTB avec les éditorialistes de la presse nationale. Ce matin, 4 sujets convoqués au débat. D'abord, la célébration des 20 ans de l'assassinat de Norbert Zongo et jusque-là, sa famille, les journalistes et les défenseurs des droits de l'homme qui attendent toujours que la vérité soit dite et la lumière soit faite sur ce crime odieux et que justice soit enfin rendue à Norbert Zongo et à ses compagnons. Deuxième sujet convoqué au débat ce matin, la célébration du 11 décembre à Manga et le discours à la nation du président du Faso. Troisième sujet convoqué au débat de presse de ce matin, la Côte d'Ivoire avec l'ancien président Henri Konan Bédié. Son divorce avec Alassane Ouattara est-il consommé? Et la rumeur sur la libération de Laurent Gbagbo et de son acolyte Charles Blé Goudé. Enfin, quatrième sujet, nous parlerons des gilets jaunes en France avec l'attentat de Strasbourg. L'attentat est-il du pain béni pour le pouvoir français puisque le mouvement commence à s'essouffler? Nos éditorialistes en parleront tout à l'heure. Sont venus pour le débat Paul Mikirwamba de Ouaga FM. Bonjour Paul. Bonjour Kindo et bonjour à tous. Merci d'être venu pour le débat. Deuxième invité à ce débat, Bourema Ouedraogo du Reporter. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là pour le débat. Troisième invité, Juvenal Sommet de Wakat Info. Bonjour. Merci d'être là. Et enfin, quatrième invité, Xavier Belem-Nigré de Radio Burkina. Bonjour Xavier. Bonjour, et merci d'être là. Alors donc, je l'ai dit, 4 sujets. D'abord, on commence par les 20 ans de l'assassinat de Norbert Zongo. On va commencer par vous, Bourema Ouedraogo. Je dois rappeler que vous êtes également le président de la CEP, la Société des éditeurs privés du Burkina, mais vous êtes là en tant qu'éditorialiste du journal d'investigation Les Reporters. Est-ce que jusque-là, 20 ans après, on peut toujours comprendre ce silence par rapport à la manifestation de la vérité, mais aussi avec ce qui se passe aujourd'hui? Oui, c'est vrai que tous les observateurs avertis savaient déjà que le dossier Norbert Zongo ne pouvait pas obtenir effectivement la vérité et la justice tant que l'ancien système, qui est soupçonné d'être au cœur de ce, en tout cas, en l'occurrence, la famille directe du président Blaise Compaoré, notamment son frère cadet, était suspecté d'être au cœur de ce drame, de cet assassinat. Donc, on était tous convaincus que tant que Blaise Compaoré était au pouvoir et que son petit frère était le petit président, il ne fallait pas s'attendre effectivement à ce qu'il y ait vérité ici pour Norbert Zongo. Mais on savait pertinemment aussi que le jour effectivement où ce régime chutera, il y aura effectivement la possibilité d'une réouverture de dossier. D'ailleurs, la famille, les avocats et un certain nombre d'organisations dont le mouvement burkinabé des droits de l'homme et des peuples ont été très clairvoyants par rapport à cette affaire, en introduisant déjà les recours auprès de la Cour africaine des droits de l'homme au niveau d'Arusha, qui avait déjà condamné l'État à rouvrir le dossier. Donc, du coup, on avait déjà créé les conditions pour qu'il n'y ait pas de débat au plan juridique sur les questions de prescription. Ça, au moins, c'était déjà un fait qui avait été sécurisé. Et quel que soit le nombre d'années maintenant qui coulaient avec le régime Compaoré, on était sûr qu'à sa chute, quel que soit celui qui venait, il y aurait peut-être des chances, effectivement, qu'on puisse rouvrir le dossier. Heureusement, en tout cas, les choses se sont accélérées en 2014. Et la vraie instruction, le véritable, si on veut se fier vraiment au travail du juge d'instruction au niveau de la justice de façon véritable, ça a commencé en 2015 avec la réouverture du dossier. Parce qu'avant, les juges ont plutôt travaillé à ce qu'il n'y ait pas de justice au lieu de travailler à ce qu'il y ait justice. Et fort Dieu merci, tous ces juges-là sont là. Et moi, je crois que l'instruction du dossier doit tenir compte de tous ces acteurs-là. Il ne faut pas seulement voir ceux qui ont commis les crimes de 1998. Il faut qu'on ouvre des enquêtes aussi sur tous ceux qui ont travaillé effectivement à faire en sorte que le dossier soit étouffé jusqu'au non-lieu de 2006. Sinon, effectivement, on aura peut-être vérité ici sur l'assassinat de Norbert Zongo, mais on aura permis à certains individus qui ont joué des rôles, de sinistres rôles dans cette affaire-là, de pouvoir se tirer à bon compte. Oui, vous l'avez dit, il y a des victoires d'étape aujourd'hui. Par exemple, quand on prend
l'avis favorable de la justice française de permettre l'extradition de François Compaoré, suspect sérieux, vous l'avez dit. Oui. Il y a aussi le fait qu'il y a des baptêmes de rue qui portent aujourd'hui le nom de François et de Norbert Zongo. Ouais. Il y a aussi l'université de Koudougou, par exemple. Oui, il y a beaucoup de victoires d'étape. Je dois dire que Norbert Zongo déjà a triomphé de ses bourreaux. Parce qu'ils ont voulu faire taire un journaliste qui dérangeait. Ils ont créé les conditions pour qu'il y ait beaucoup de journalistes qui dérangent. Ils ont voulu taire un média. Ils ont créé les conditions pour qu'il y ait beaucoup de médias qui dérangent. Et du reste, le travail, si on va prendre l'insurrection, c'est vrai que nous, au niveau des médias, on n'a pas l'habitude de revendiquer des drapeaux comme le font les organisations de la société civile et des partis politiques, mais il est indéniable. La contribution des médias burkinabés à l'insurrection de 30 et 31 octobre 2014 est incontestable. S'il n'y avait pas eu les médias, je ne crois pas que les luttes des différents acteurs auraient obtenu l'écho au point d'arriver à la mobilisation extraordinaire qu'on a eue les 30 et 31 octobre. Donc, à ce niveau déjà, si le plan professionnel, je crois que Norbert Zongo a triomphé effectivement de ses bourreaux. Du côté de la justice, aujourd'hui, avec effectivement ce qui arrive à François Compaoré, quelle que soit l'issue de la procédure qui est déjà engagée, je crois que déjà l'avis favorable de la Cour d'appel, de la Chambre d'instruction de la Cour d'appel de Paris, donne des indices. Que si effectivement que le dossier n'a rien à voir avec la politique comme voulaient le faire croire ses avocats, qui n'est pas non plus vide comme ils ont voulu le faire croire. Parce que si le dossier était aussi vide qu'il était politique, je ne pense pas que les juges français allaient prendre les risques effectivement de mettre un avis favorable pour qu'on envoie François comme qu'on le coupe en rondelles comme Maître Sûr a voulu le faire croire. Mais dans le dossier, ils ont regardé et le dossier a convaincu les religions qu'il y avait des choses à reprocher à François Compaoré et qui devait effectivement répondre devant la justice burkinabé. Du reste, nous publions dans notre édition de demain une interview de Maître Anta Guissé, qui est l'un des avocats de l'État burkinabé sur cette affaire, qui revient un peu effectivement en détail sur cette décision et explique les suites à donner. Donc il y a beaucoup de victoires d'étape que c'est pas qu'on doit se consoler, mais on doit se dire effectivement qu'ils doivent nous dire que seule la lutte, comme on dit, comme le dirait le président Thomas Sankara, seule la lutte libère et qu'il faut qu'on continue à lutter en espérant qu'un jour, effectivement, on aura vérité et justice pour Norbert Zongo. Pas parce qu'on n'aime pas François Compaoré. Il faut aussi que ceux qui soutiennent François Compaoré comprennent que ça n'a rien à voir avec la personne de François Compaoré. Ça a à voir que dans une société qui se respecte, dans une société humaine, on ne peut pas accepter que des individus envoient d'autres individus, assassiner d'autres, les brûler, sans que les familles n'aient les moyens de faire leur deuil, de faire, comme on appelle, des funérailles normales, et aller boire son petit lait, et se trouver des individus pour applaudir. Nous ne pouvons pas applaudir ça. Mais à partir du moment où les responsabilités des uns et des autres sont situées, on peut réfléchir à comment effectivement on peut créer les conditions d'une réconciliation nationale. Sinon, avant, ce serait une fuite en avant. On se pose même la question de savoir de quoi a-t-il peur François Compaoré pour venir répondre à la justice de son pays. Paul Miki Rwamba, des victoires d'étape, 20 ans après, la résistance est toujours comme au premier jour. Oui, je crois qu'il faut saluer ici la mobilisation du peuple burkinabé depuis 1998 avec l'assassinat de notre confrère Norbert Zongo, parce qu'on n'aurait pas pu imaginer que nous soyons à cette étape si il n'y avait pas eu cette mobilisation, parce qu'il y a eu beaucoup d'assassinats de cette nature qui ont fini par sombrer malheureusement avec le temps, et aujourd'hui on n'en parle plus, parce que quand vous faites un peu un recul en arrière, vous allez voir qu'il y a eu beaucoup d'assassinats de cette nature. Donc c'est là, d'autant plus qu'on a eu cette pression, ce n'est pas à mettre seulement à l'actif de la justice ou des autorités actuelles, mais à l'actif du peuple du Burkina qui n'a jamais cessé de manifester, de réclamer justice. On se rappelle d'ailleurs qu'il fut un temps où il était difficile de manifester avec les zones rouges qui avaient été délimitées par l'ancien régime. Et aujourd'hui, on peut se réjouir d'ailleurs de constater que et parmi les manifestants pour réclamer la justice, on peut retrouver des autorités, des ministres en fonction qui descendent justement dans l'arène de la lutte pour la vérité pour Norbert Zongo. Ça montre un peu que les choses ont beaucoup changé. Maintenant, côté justice, quand vous parlez de victoire d'étape, moi je suis un peu réticent en ce qui concerne la question de l'extradition de François Compaoré vers le Burkina, parce que moi je vois cela comme étant un obstacle à la manifestation, même au procès si vous voulez, parce que si on s'amuse, on a aujourd'hui l'impression d'ailleurs qu'on fait une certaine fixation sur l'extradition de François Compaoré, alors que je pense quand même que le dossier aurait pu être ouvert ici et pendant qu'il est temps, parce que lorsqu'on écoute un peu et les différentes parties, on vous dira que le dossier François Compaoré vers le Burkina, ça peut attendre encore 2 ans, voire 5 ans. Donc, je ne sais pas s'il faut attendre encore 5 ans pour pouvoir avoir ce procès,
Alors que, bon, je pense quand même qu'avec d'autres accusés ici au Burkina, on aurait pu ouvrir le procès et François Compaoré aurait d'ailleurs pu être jugé et condamné à contumace, c'est bien possible. Et parce que si on fait cette fixation, on risque de perdre encore du temps. Mais on l'a vu dans le procès des nazis. Israël est allé extirper des témoins, ou en fait, pas forcément des témoins, des exécutants dans le génocide juif. Mais ça va être difficile pour le cas du dossier Norbert Zongo. Pour permettre de les juger. Voilà, quand on sait quand même que François Compaoré se trouve aujourd'hui en France, et c'est un peu de la diplomatie également qu'il faut, par laquelle il faut passer justement pour avoir son extradition, en plus des procédés judiciaires. Mais dans tous les cas, c'est déjà bien que la justice française ait émis cet avis favorable, parce que ça réjouit un peu les uns et les autres. Maintenant, et de l'autre côté également, pour le cas de la justice du Burkina, je pense qu'on a beaucoup parlé de cette question d'indépendance de la justice de notre pays, et il y a eu beaucoup de débats autour de là. L'affaire Norbert Zongo vient montrer un peu que la justice n'est pas effectivement totalement indépendante. Peut-être qu'elle est beaucoup plus aujourd'hui, mais elle n'était pas dans un passé récent. Vous avez rappelé tantôt le non-lieu qui a été prononcé dans l'affaire Norbert Zongo en 2006. C'est la même justice aujourd'hui. Je pense que la justice du Burkina devrait faire également son mea culpa quelque part pour montrer qu'elle n'a pas joué franc jeu dans le dossier Norbert Zongo. Ce sont des aspects comme ça qu'il ne faut pas oublier. Et j'ai bien aimé l'intervention du grand frère Bourama Ouedraogo qui dit qu'au-delà du dossier Norbert Zongo, il y a d'autres dossiers qui doivent s'ouvrir dans l'affaire, parce qu'il y a quand même des gens qui ont joué un mauvais rôle dans l'histoire récente de notre pays autour de l'affaire Norbert Zongo. Donc, dans tous les cas, ce que je voudrais ajouter, c'est qu'il y a pas mal de leçons à tirer aussi du dossier Norbert Zongo. Au-delà de l'affaire judiciaire, il y a le fait que Norbert Zongo, avec le sacrifice de sa personne, a permis quand même au Burkina d'atteindre un certain niveau de liberté d'expression. Bourama l'a rappelé opportunément, on a eu beaucoup de Norbert Zongo qui sont nés après lui. On a eu le journalisme d'investigation qui a pris une certaine ampleur depuis son assassinat. On a même cette liberté d'expression, les libertés d'expression et de presse dont je parlais. À côté de cela, il ne faut pas oublier les réformes qui ont été suscitées par la commission d'enquête indépendante suite à l'assassinat de Norbert Zongo, et dont nous bénéficions tous, parce qu'aujourd'hui l'environnement institutionnel du Burkina... Et il y a des observateurs aussi qui remontent aussi à l'insurrection de 2014, qui peuvent être aussi l'un dans l'autre, des effets... Exactement, il faut mettre tout cela dans la balance pour justifier peut-être l'insurrection qui a eu lieu, parce que ce n'est pas seulement l'article 37 de la Constitution qui était le seul élément dans la balance pour que l'institution soit un succès au Burkina. Donc autant d'éléments qui montrent quand même que le Burkina a ouvert une nouvelle époque avec l'assassinat de notre confrère Norbert Zongo, à qui nous rendons hommage 20 ans après. Et je pense que les autorités actuelles qui sont en place, le meilleur hommage qu'elles auraient pu rendre à Norbert Zongo, ce n'est pas désormais d'aller au cimetière de Gunguen, ce n'est pas seulement de descendre dans l'arène de la lutte, mais c'est aussi de faire en sorte que ceux qui ont décidé de prendre le pas de Norbert Zongo, je pense aux journalistes d'investigation, et sentent un peu qu'il y a du suivi dans leurs actions, parce qu'aujourd'hui, et malheureusement 20 ans après Norbert Zongo, il y a des lièvres qui sont levés, qui ne sont jamais poursuivis, aussi bien par les autorités politiques et par les autorités judiciaires. Je pense qu'il faut revoir tout cela et puis faire en sorte que le combat de Norbert Zongo ne soit pas un combat 20 ans après. Oui, est-ce que c'est votre avis également qu'il faut poursuivre la lutte menée par Norbert Zongo, une façon honorable de lui rendre hommage et aussi justice? Il faut poursuivre la lutte, mais sur le plan judiciaire, je suis un peu inquiet, je partage un peu la même inquiétude que Miki Rouamba par rapport à l'extradition de François Compaoré. Bon, maintenant, on a l'impression que si François Compaoré n'est pas là, ça veut dire que la justice ne peut pas faire son travail. Je suis un peu gêné par rapport à l'explication aussi de mon grand frère Bourema, par rapport à la responsabilité de certains juges qui ont certainement rendu le non-lieu. La question que moi je me pose, est-ce qu'à l'époque, ils étaient aussi dans les conditions pour faire le travail qu'il faut? Parce que si on les accuse aujourd'hui de n'avoir pas fait le travail comme il se doit, on a le droit aussi de se poser la question. Est-ce qu'en 2006, en rendant un non-lieu, ils étaient dans les conditions de faire l'investigation comme il se doit? Parce que quelles sont les conditions d'un non-lieu? Si vous n'avez pas des éléments pour poursuivre l'enquête, vous êtes obligé de clôturer le dossier en attendant des éléments nouveaux. Est-ce qu'à l'époque, les juges avaient les éléments nécessaires pour enquêter, pour poursuivre? Ça, c'est une inquiétude, parce que je pense qu'il ne faut pas peut-être... Est-ce qu'ils avaient peut-être la main libre justement pour faire le travail? Est-ce qu'on peut les accuser à tort dans ce cas? Maintenant, l'autre volet, c'est par rapport à l'extradition de François Compaoré. Ils l'ont dit, ça peut traîner encore. Mais si François Compaoré n'est pas là, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'il faut attendre des éternités pour, je ne sais pas, est-ce qu'il n'y a pas d'autres
inculpés dans l'affaire. On a l'impression que la justice actuellement donc, se focalise sur de l'extradition de François Compaoré, une fixation essentiel et pour ça ne ouvrir devrait le pas dossier. l'être. Bon, je ne sais pas si... Oui, Bourema, réaction avant qu'on ne permette à Juvenal. Il y a une précision peut-être qu'il faut qu'on ait dans la gestion de ce dossier. En dehors de François Compaoré, il y a d'autres personnes qui sont déjà inculpées, dont les survivants des 6 suspects sérieux qui ont été interpellés. Et il semblerait aussi qu'il y a d'autres personnes qui sont déjà dans les liens qui sont interpellées et en détention en attendant. Mais en réalité, le problème, ce n'est pas une question de fixation sur le sort de François Compaoré. Je crois que dans une procédure judiciaire, il y a un certain nombre de démarches. À partir du moment où il y a une possibilité qui est ouverte d'avoir François Compaoré, moi je ne vois pas pourquoi on va se précipiter pour faire un jugement sans qu'on ait épuisé toutes les procédures qui permettent d'extrader François Compaoré. C'est quand on aura échoué effectivement à le faire venir qu'on peut décider, à défaut de l'avoir, on a suffisamment d'éléments contre lui, donc on peut tenir un procès et libre à lui maintenant de venir se défendre. S'il ne vient pas se défendre, c'est l'accusation en ce moment qui aura effectivement la primée qui donnera sa version et François ne pourra pas effectivement apporter la contradiction qu'il faut pour se disculper au besoin. Donc en ce moment, on peut le condamner par contumace. Mais tant qu'on peut effectivement avoir la possibilité de l'avoir pour qu'il puisse, d'abord pour l'instruction, ensuite, parce que ce qu'on oublie, c'est que François Compaoré peut venir et que même dans le cas de l'instruction, il ne soit pas retenu en prison et qu'il bénéficie soit d'une liberté provisoire en attendant le procès, ou peut-être qu'il bénéficie, qu'il puisse apporter des éléments qui montrent qu'il n'a rien à voir et qu'on le laisse. C'est pour ça d'ailleurs, moi j'apprécie votre question, de quoi il a peur. Pour venir répondre à la justice. C'est ça la question de fond. Ils ont dit que c'est politique. Moi je crois que là on avance tout doucement, parce que l'élément qu'on voulait mettre en avance pour justifier le fait qu'il ne va pas venir, que c'est un dossier politique, tombe complètement à l'eau avec la décision de la Cour d'appel de la justice française. Et du coup, même après, la preuve en est qu'après l'avis de la Cour, ces avocats n'en parlent plus. Ils disent maintenant que ça peut prendre 5 ans. Et que le régime actuel ne sera pas là, certainement. Voilà. Donc ça veut dire qu'en fait, c'est eux qui sont plutôt dans la politisation de l'affaire et ils espèrent qu'il y aura un régime autre que celui qui est là en 2020 et qui sera favorable à une impunité pour que, effectivement, François ne réponde pas. Donc voilà là où mais à ce niveau, Juvenal Somé, est-ce que ce n'est pas beaucoup plus le peuple burkinabé dans son ensemble qui demande justice que plutôt un pouvoir politique? Oui, bien sûr. Mais avant, je voudrais faire une précision. Je suis surpris quand on me dit que la justice burkinabé n'a rien à se reprocher. Je suis désolé. Quand dans ce dossier Norbert Zongo, certains magistrats, après, se retrouvent à des postes de nomination politique, comment vous voulez qu'on ne fasse pas un lien, évidemment, entre la responsabilité ou l'irresponsabilité de la justice et la lenteur observée dans le dossier? Je suis désolé, je suis tout à fait d'accord avec Bourema. Ce dossier a connu un blocage par le fait aussi d'un certain nombre d'acteurs du système judiciaire qui ont contribué par leur inertie, par leur absence de volonté, évidemment, à ralentir ou à bloquer ce dossier. C'est une évidence, il n'y a pas de débat là-dessus. Si vous voulez, les éléments sont bien là. Il y a certains magistrats, comme je l'ai dit, il y a des noms, on ne va pas citer des noms, mais qui ont été promis dans le système politique, dans le même régime qui avait contribué à bloquer le dossier. Donc, ne nous dites pas que la justice n'a rien à se reprocher. Ça a même rattrapé certains sous la transition qui ont été nommés membres du gouvernement. Bien entendu. Et qui ont fini par comprendre que le peuple n'est pas amnésique. Tout à fait. Donc je pense que, comme il a si bien dit, chacun doit faire sa part aussi de mea culpa, ou en tout cas doit reconnaître évidemment sa part de responsabilité dans ce qui s'est passé. Mais moi je suis d'avis que 20 ans après, évidemment, s'il y a toujours cette dynamique, ça veut dire quelque part que le peuple burkinabé, comme vous l'avez si bien dit, n'oublie pas, évidemment, et il est reconnaissant, évidemment, avec ce grand monsieur, ce grand homme, qui a contribué par son combat, évidemment, en faveur des droits de l'homme, de la liberté de presse, et même de la liberté tout court, évidemment, à, je dirais, à grandir, évidemment, le nom du Burkina, puisqu'aujourd'hui, Norbert Zongo, il est connu, ce n'est plus simplement au Burkina Faso, il est connu au-delà même du Burkina, parce qu'il a contribué, évidemment, à défendre la liberté. Et moi, je trouve que si on peut rendre justice, évidemment, à travers le fait que ceux qui ont contribué, évidemment, ceux qui sont plus ou moins, en tout cas, concernés par ce dossier viennent répondre, je ne vois pas pourquoi on s'en priverait aujourd'hui pour faire un jugement par défaut, simplement parce que certains individus, certains acteurs, aujourd'hui,
me semble en faire un fonds de commerce plutôt que véritablement du droit. Parce qu'ils trouvent un argument aujourd'hui, demain c'est les mêmes qui trouvent un contre-argument. Je pense que ce n'est pas sérieux aujourd'hui. La justice burkinabé, à mon avis, aujourd'hui, a donné les garanties, évidemment, d'un procès équitable. Et, comme on l'a dit, si les gens n'ont rien à se reprocher, qu'ils viennent répondre simplement. Et puis, je pense qu'on sera quitte là-dessus. Mais il n'y a pas à faire de la politisation, parce que dans ce dossier, véritablement, je ne vois pas aujourd'hui ce qui nous empêche de dire clairement ce qui s'est passé le 13 décembre 1998. Oui, Paul Mikirouamba, les défenseurs des droits humains, tous ceux qui sont impliqués dans la justice et la lumière pour l'assassinat de notre confrère Norbert Zongo, estiment que 20 ans après, il faut que Norbert Zongo puisse reposer en paix. Oui, c'est tout le défi qui est lancé à tous les peuples de Burkina Faso qui n'a pas oublié justement cet assassinat. Je pense que pour que Norbert Zongo repose en paix, il faut effectivement que justice lui soit rendue. Et comme l'a rappelé Brema tantôt, parce qu'il va falloir qu'on puisse de façon collégiale célébrer les funérailles enfin de Norbert Zongo, tout en sachant qui a fait quoi. Et cela peut s'inscrire également dans un élan de réconciliation, comme il a rappelé. Mais au-delà de cela, je voudrais insister sur un aspect. Pendant qu'on est en train de rechercher la justice pour Norbert Zongo, heureusement que les choses sont en train de bouger à ce niveau, il faut également trouver les moyens pour rendre hommage à Norbert Zongo comme il se doit. Et parce que Norbert Zongo, il a été victime du journalisme d'investigation. N'oubliez pas cela, parce que c'est de là qu'il est mort, parce que c'est suffisamment clair. C'est même après son assassinat, sa disparition, qu'on a commencé à comprendre par le grand public ce qu'est le journalisme d'investigation. Et aujourd'hui, d'ailleurs, 20 ans après, il y a des gens qui vont encore relire les articles de Norbert Zongo pour voir quelle est la nature du combat qu'il était en train de mener. À l'époque, c'était un journaliste qui empêchait justement les autorités de tourner en rond. Il était donc, au-delà justement des crimes de sang, qui a consisté justement le dossier David Ouédraogo. Rappelez-vous que Norbert Zongo a également traité la question de corruption de façon générale, les deals de parcelles comme on le dit, et les questions de recrutement dans la fonction publique où il n'y avait pas justement le respect de la transparence et tout. Donc aujourd'hui, c'est un combat qui, à mon avis, doit continuer à être mené. Et je suis très content de constater qu'il y a beaucoup de journalistes d'investigation au Burkina qui, tous les jours, font ce travail-là, avec le professionnalisme qui s'y est. Maintenant, là où il y a problème, là où ça fait mal, c'est que malheureusement, il n'y a pas ce suivi. Les dénonciations qui sont faites sur les crimes économiques au Burkina Faso, les crimes de sang également, il n'y a pas de suivi. Et d'un côté, la justice ne semble pas s'intéresser beaucoup à cela. Et de l'autre, et cela c'est plus grave, les autorités politiques également ne prennent pas le relais. Et parce que moi, j'aimerais bien voir peut-être une personnalité qui a été prise à partie dans une histoire de corruption qui est lâchée, entre guillemets, par le pouvoir central parce que simplement, il y a des choses à virer. Mais on a l'impression que l'on est dans une dynamique où il y a on même protège. Le dernier rapport de l'ASE. Justement, l'ASE, justement, ça c'est un autre gros dossier, mais moi je voudrais que l'on se contente de ce que font les journalistes. L'ASE fait également un travail formidable, mais à part de suivi, il y a une certaine impunité malheureusement qui ne rend pas hommage à Norbert Zongo. Moi, c'est ce qui me cœur le plus 20 ans après. Voilà, on va passer au second sujet de ce débat de presse, la célébration du 11 décembre 2018 à Manga. Quelles sont les leçons qu'on peut en tirer, Juvenal Somé, au-delà de tout ce qu'on a pu voir comme fête, au-delà de tout ce qu'on a pu voir comme réalisation? On l'a vu également, Manga a célébré difficilement le 11 décembre cette année. Oui, vous avez raison. Manga a tenu son pari difficilement, mais il n'y avait pas de raison que Manga n'ait pas sa fête, parce que si on part du principe que la célébration était tournante, je ne vois pas pourquoi, arriver autour de Manga, on priverait la région évidemment aussi de son 11 décembre, parce que les autres aussi en ont bénéficié. Donc de ce point de vue, je pense qu'on dirait qu'on est quitte. Manga a eu son 11 décembre et tant mieux, tout le monde, je crois, peut se satisfaire, tant bien que mal. Moi, j'y étais, j'ai vu un peu l'organisation a par moments aussi eu ses points faibles. Les infrastructures n'ont pas répondu, en tout cas à l'attente, dans les délais. Il y a eu pas mal de difficultés. Je pense qu'il appartient aux différents organisateurs, évidemment, d'en tirer les leçons et évidemment de mieux se préparer aussi pour éviter un certain nombre de gaspillage d'argent, parce que quand on débloque quand on donne aussi des fonds pour on parle de 25 milliards investis dans le développement de la région du centre-sud. Voilà, donc, et pour la seule ville de Manga, je crois, une quinzaine de milliards.
Tout à fait. Je pense que au-delà de ça aussi, il faut faire un récapitulatif aussi, au-delà de manga aussi. Je pense qu'il serait bien aussi qu'on revienne aussi sur ce qui a été fait aussi ailleurs aussi, parce que j'entends aussi beaucoup de critiques aussi, voilà, sur le suivi aussi de l'après 11 décembre, qu'est-ce qu'on en fait, voilà, les gens où est-ce que tout l'argent qui a été, en tout cas, débloqué, est-ce qu'il est allé véritablement là où ça devait aller? Je pense qu'il faut aussi qu'on fasse un bilan sans concession aussi, évidemment, de cette Surtout organisation. que le thème porte sur bonne gouvernance, équité sociale. Tout à fait. Je pense que c'est aussi dans l'intérêt de tous aussi, pour que les autres aussi, je dirais, célébrations, évidemment, se fassent aussi dans un esprit, je dirais, de cohésion aussi, et qu'on évite un certain nombre de dysfonctionnements que nous avons pu personnellement constater sur le terrain et qui, de mon point de vue, sans remettre en cause le principe de cette organisation, tendent un peu, évidemment, à ternir un peu, évidemment, à gâcher un peu la fête, parce que quand il y a beaucoup de plaintes aussi, ça veut dire quelque part qu'on n'a pas tenu compte d'un certain nombre, évidemment, d'impératifs. La question sécuritaire aussi, je pense, a beaucoup joué aussi sur ce 11 décembre. On y était sur la place du défilé. Bon, on sentait par moments, évidemment, ce tiraillement entre ce désir, évidemment, de ne pas, d'assurer un certain nombre, je dirais, de prendre en compte l'aspect sécuritaire, tout en voulant à la fois satisfaire, évidemment, tous les participants. Donc, il y avait ce tiraillement qui, par moments aussi, n'a pas trop contribué, à mon avis, à un meilleur déploiement, à une meilleure visibilité, évidemment, de la fête. Ceci dit, comme je le rappelais, il appartient aux uns et aux autres, évidemment, d'en tirer les conclusions. Oui, Xavier, on l'a vu, on a eu des difficultés pour terminer certaines réalisations des infrastructures, mais pratiquement chaque année, c'est comme ça. À Gawa, ça a été, peut-être qu'à Manga, le retard a été un peu plus criard qu'à Gawa, mais est-ce qu'il n'y a pas lieu de réfléchir autrement? Justement, il y a lieu de réfléchir autrement, et le comité, le secrétariat permanent du 11 décembre a soulevé la préoccupation. C'est essentiellement dû au fait que le budget de ces infrastructures-là sont votés dans l'année en cours. Vous savez, lorsqu'on vote le budget, par exemple, pour réaliser le 11 décembre de 2019, c'est pratiquement en juin que les gens auront les financements pour faire le travail. Ils ont fait le plaidoyer, il faut que le budget soit alloué à N-1. Pour dire quoi? Le budget du 11 décembre 2019 doit être voté dans le budget de 2018. Autrement dit, actuellement, ça veut dire que les forces vives de la région du centre-est devraient avoir le budget actuellement et les entreprises déjà sélectionnées pour commencer les travaux. Dès lors qu'on n'a pas encore pu acter cela, il y aura encore des retards dans l'exécution des travaux pour 2019 à Tinkodogo. Parce que lorsqu'on va voter le budget, ça veut dire qu'il faut mobiliser, il faut prendre 3 mois pour mobiliser le budget pratiquement en mars. Il faut lancer les appels d'offres pratiquement en juin. Et les gens vont commencer les travaux en juillet. Et naturellement, on sera en septembre, octobre en train de vouloir finaliser. Et ça va être difficile. Ils vont faire le plaidoyer, mais est-ce qu'on pourra intégrer ça? Peut-être il reste encore 2 régions. On va espérer que pour Banfora et puis pour Isignari, qu'on puisse adopter le budget du 11 décembre en année N-1 pour qu'on puisse avoir l'argent un peu plus tôt pour réaliser. Oui. En dehors de ça, peut-être les manifestations, Juvenal l'a dit. Bon, généralement, je pense que ces organisations-là, au moins le comité d'organisation doit s'y prendre. Ça fait pratiquement 14, je dirais, c'est depuis 2009 qu'on a commencé, 2008 qu'on a commencé, ça fait pratiquement 10 ans. Ça veut dire qu'on doit quand même avoir de l'expérience pour éviter certaines coquilles dans l'organisation. Je vois qu'au niveau de la foire, par exemple, il y a eu cette mésentente entre un privé et que l'État aussi voulait récupérer un peu la chose. Je pense qu'en 10 ans au moins, on devrait être assez mature pour que ces petites coquilles-là ne viennent pas gâcher la fête à la dernière minute. Oui, Bourema, est-ce que la lourdeur administrative ne joue pas, et est-ce qu'il le faut en réalité? Non, je crois que les problèmes du 11 décembre, l'organisation du 11 décembre sont symptomatiques de cette incapacité du régime actuel à prendre les choses au sérieux. Parce que vous ne pouvez pas hériter d'une initiative dont vous n'êtes pas lancé, qui a connu ces problèmes, et vous refusez de réfléchir pour voir comment nous, on peut se l'approprier en innovant, en ajoutant quelques petites touches, et en revoyant les choses à des proportions acceptables par rapport au contexte de chaque région.
On ne peut pas faire à Manga comme on le fait à Kaya, comme on le fait à Dori ou n'importe quel. Chaque région a sa spécificité. Quand vous prenez du Deby à Fada, ça c'est... Vous repartez voir la cité des forces vives de Fada, tout le monde vous dira que ce sont des maisons qui sont en train de tomber en ruine. Parce que justement, il n'y a pas suffisamment de travailleurs ou d'acteurs à Fada qui sont susceptibles de louer ou de prendre, d'occuper par la suite ces maisons et en faire fonctionner. Mieux, les ressortissants qui construisent déjà dans ces cités sont des gens qui ont déjà des pieds-à-terre dans ces localités. Et du coup, en fait, on construit des maisons qui risquent de ne pas servir après le 11 décembre. Ça, c'est un. Les infrastructures routières et autres. Mais au niveau du ministère de l'Habitat et de l'Urbanisme, il semble qu'ils ont changé de méthode à partir des GAWA avec le programme. La vérité, c'est la même chose qu'on a. Moi, on ne voit pas en quoi il y a eu innovation à ce niveau, à Manga, Kakaya. Puisque les maisons sont attribuées déjà, et donc du coup, après la fête, les occupants rentrent en possession, prennent possession. On espère que c'est le cas, et que quand les gens vont construire des villas de 64 pièces, moi je ne vois pas qui sera l'occupant après. Il faut qu'on... Entre le discours et la réalité, moi je crois que c'est là où j'ai dit... Moi, ce qui m'inquiète justement, c'est ce refus de s'asseoir pour réfléchir, pour innover. Le Burkina ne manque pas de compétences. Le Burkina ne manque pas de capacités. Mais on ne peut pas continuer, effectivement, à faire en sorte comme si ce pays-là, on n'a que des... Excusez-moi le terme, on n'a que des nabots. C'est extrêmement grave parce que quand on fait le 11 décembre, c'est quand même la fête nationale. Et il faut faire en sorte que, quand on en sort, le pays sort grandi. On n'est pas toujours serraté comme si on est incapable de faire les choses, de bien faire les choses. On parle d'infrastructures qui ne finissent pas, des marchés qu'il faut passer en N-, des budgets qu'il faut adopter en N-1. Tout ça, c'est des discours. Et vous allez voir, moi je suis convaincu qu'à Tenkodogo, l'année prochaine, ce ne serait pas mieux qu'à Manga. Parce que le problème de fond, quand vous êtes dans une dynamique, on fait les choses et puis bon, c'est une routine. Or, la routine n'apporte rien de bon. Le 11 décembre est devenu aujourd'hui au plan institutionnel une routine. Il faut le sortir de faut sortir le 11 décembre de la routine. Pour faire du 11 décembre une véritable occasion, effectivement, où, on contribue, effectivement, comme on le dit, à créer les conditions d'un développement local. Est-ce que le développement local, c'est seulement des infrastructures, des maisons et des routes? Je ne pense pas. Peut-être qu'à Tenkodro, ils auront besoin de plus de pompes, de forage pour l'eau potable. Ils auront peut-être besoin de plus de je ne sais quoi. Mais les régions ont des plans, chaque région a un plan régional de développement. Pourquoi on ne ferait pas en sorte que dans le plan régional de développement, le 11 décembre puisse prendre un certain nombre d'infrastructures qui sont prévues pour investir? Chaque commune a un plan régional de développement. Or, le 11 décembre se tient toujours dans la commune chef-lieu de région. Pourquoi ne pas voir comment on tire des choses dans ces plans de développement locaux-là pour le cas du Manga, ils ont fait aussi des réalisations dans les deux autres provinces, le Bazega et le Naouri. Oui, mais ça, c'est des choses qui viennent pour le 11 décembre. Mais est-ce qu'on ne peut pas le faire de façon structurée à travers les plans? Parce que quand la commune adopte le plan de développement communal, c'est pour 5 ans. Quand la région adopte son plan de développement régional, plan régional de développement, c'est pour 5 ans. Pourquoi ne pas déjà dire à ces régions-là de tenir compte de ça? Puisqu'on a commencé depuis 2008. Ça veut dire qu'on a eu le temps, effectivement, de voir comment on change les choses, comment on responsabilise davantage les régions. Voilà, on fait le 11 décembre avec un comité d'organisation assis à Ouaga. Alors, ça se passe dans les régions. Pourquoi on ne ferait pas un comité national d'organisation dirigé par les acteurs au niveau régional, avec peut-être un petit dispositif au niveau national qui va pour la supervision? On dépense énormément. Oui, ça c'est le comité régional. Mais le comité national est toujours là. On allait même jusqu'à créer un secrétariat permanent du 11 décembre. Moi, je ne vois pas à quoi ça rime. Honnêtement, nos structures décentralisées, déconcentrées qu'on met en place, ça sert à quoi? Il y a les démembrements de l'État, il y a les collectivités territoriales. Il faut responsabiliser les acteurs locaux dans la gestion du 11 décembre. Ce n'est qu'à ce moment-là qu'on peut avoir des investissements structurés et durables et qui répondent à des besoins qui vont faire l'objet d'études, parce que les plans régionaux, les plans communaux, ça fait l'objet d'études préalables.
Et ça, il faut qu'on... Oui, Paul Miki Rwamba. Oui, alors je pense que les éditions se suivent, malheureusement, ils se ressemblent. Et puis, bon, on a l'impression quand même qu'au fil des éditions, on ne tire pas les leçons de ce qui se passe. Parce que ce sont les mêmes ratés qui ont été trimballés depuis Faran Gourma jusqu'à Manga. Et beaucoup de gens l'ont dit déjà sur ce plateau. Et c'est un constat que l'on fait. Et comme Bourama l'a dit, il aurait fallu effectivement qu'avec le changement de régime, on ait une touche particulière dans l'organisation du 11 décembre pour faire en sorte justement que ces mêmes ratés ne soient pas répercutés aux éditions qui suivent. Parce que pour le cas de Manga, qui est, j'allais dire, la 10e région à organiser le 11 décembre, on a vu que les gens ont dû travailler jusqu'au bout de la nuit, aux dernières heures, on fait une course à la montre et c'est comme ça à chaque édition. Et pour terminer les chantiers, les conséquences immédiates, c'est la qualité des infrastructures, parce que travailler sous pression, et tout le monde sait quand même que ça peut avoir des ratés en termes donc, de confort des infrastructures. Et le second gros problème que ça pose, c'est qu'on a cette pression inutile dont on aurait pu se passer si on s'y était pris à temps. Rappelez-vous d'ailleurs pour le cas de Gawa, l'édition, l'avant-dernière édition si vous voulez, c'est bien la RTB d'ailleurs qui est allée sur le chantier de la salle polyvalente pour constater effectivement que les travaux ne sont pas finis une année après donc la manifestation de Gawa. C'est là on a vu l'entrepreneur également qui est sorti dire qu'il n'a pas eu l'argent, etc. Donc comme Xavier l'a dit tantôt, c'est la question du décaissement des fonds qui se pose. Effectivement, il va falloir réfléchir sur comment faire pour régler ce problème. Parce qu'on ne peut pas effectivement laisser à 4 mois de l'événement et sortir les fonds et pour les entreprises. Peut-être qu'il aurait fallu, comme il a dit, boucler le budget une année plus tôt. Ou bien pourquoi pas, je ne sais pas, on a quand même adopté les PPP à l'Assemblée nationale avec le MPP. Peut-être qu'il faut penser également au partenariat public-privé, même si je suis d'accord que peut-être dans le cadre du 11 décembre, on a tendance à promouvoir les entreprises régionales. Mais dans tous les cas, on aurait pu avoir des entreprises qui auraient pu faire le travail sans prendre 5 francs, quitte à être payés un peu plus tard comme l'esprit du PPP, donc le monde. Mais effectivement, et pour le cas également des infrastructures réalisées, on a cette question de qualité et qui a été mise à nu pour l'étape de Gawa. On attend quelques jours pour voir si ce ne sera pas la même chose à Manga, parce que pour l'instant, en tout cas, tout est beau, mais on est un peu réticent parce qu'on sait comment les choses se font et très souvent. Maintenant, l'autre aspect également, c'est la pertinence des infrastructures réalisées, c'est-à-dire leur opportunité par rapport à la localité. Je crois que comme vous l'avez rappelé, peut-être, il y a eu beaucoup d'évolutions positives, effectivement, et parce qu'on avait constaté depuis l'étape de Fara qu'il y avait beaucoup d'infrastructures qui sont réalisées qui n'ont servi pratiquement à rien. Mais malheureusement, ça a été le cas à Ouaguia, ça a été le cas à Dédougou, ça a été le cas à Koudou. Quand vous partez dans les cités des forces vives, vous verrez des villas soit inachevées ou celles qui sont achevées sont fermées parce que non occupées. Et pour le cas de Manga, heureusement, on a vu plutôt les logements sociaux qui correspondent effectivement à un besoin des populations de la localité, même si quelquefois il y a également une cité de forces vives. Mais c'est comme ça, il faut peut-être évoluer, mais je pense que pour les étapes à venir, il y a beaucoup de choses à faire. On espère effectivement que Tenkodougou va nous donner un nouveau visage du 11 décembre dans l'organisation simplement. Oui, Moi, Juvenal, on je va... vais ajouter Oui. quelque chose que Borema a dit qui est très important. Je suis à chaque fois surpris négativement par cette absence d'innovation de nos autorités actuelles. Elles ont hérité d'une gouvernance de l'ancien régime et on s'embarque dedans, on prend tout et n'importe quoi, je ne comprends pas. On prend le 11 décembre et on hérite des mêmes lourdeurs qui ont par le passé, je dirais, handicapé évidemment la bonne exécution de cette manifestation. On n'apporte quasiment rien en termes d'innovation, rien pour résoudre évidemment les goulots d'étranglement. On se retrouve avec les mêmes difficultés 10 ans après, vous l'avez souligné. Finalement, comment elle évolue? Et même pas seulement, il y a beaucoup aujourd'hui d'autres aspects, d'autres manifestations comme ça qu'on a pris comme ça, ou en tout cas que les autorités ont pris comme ça, sans y apporter, à mon avis, un geste même d'innovation. Alors que, quelque part aussi, on peut peut-être prendre l'événement, mais on peut trouver des stratégies, des méthodes qui font que finalement, ça devient moins lourd, ça devient plus intéressant, plutôt que de se retrouver avec, je dirais, ces difficultés qui donnent le sentiment que, quelque part, quelqu'un a intérêt à contribuer, évidemment, avec cette forme d'inorganisation avec lesquelles on se retrouve sur le terrain. Et finalement, les gens passent leur temps à récriminer, alors que, quelque part, un peu de concertation, un peu d'innovation, peut-être aurait pu permettre d'éviter ce genre de difficultés. Oui, c'est vrai que sur la célébration, on pourrait dire beaucoup de choses, notamment par exemple la polémique
du président de l'Assemblée nationale avec l'inauguration de la foire ou encore plein d'autres choses. Mais on va peut-être terminer avec vous, Xavier, sur peut-être... bon, allez-y, Xavier. Non, en fait, moi, je voulais me prononcer sur la proposition de Mickey sur les PPP. Je ne sais pas si ça va vraiment avec l'esprit du 11 décembre. Est-ce que il a mis un bémol justement, dans sa parce que s'il faut aller avec des PPP pour réaliser des infrastructures pour une activité qu'on estime dans l'esprit de l'indépendance, bon, pour moi, ça trahit un peu l'esprit. Peut-être insister que les gens mettre l'accent sur les infrastructures qui intéressent les populations. Pourquoi pas ne pas construire des forages et des écoles à Tienkodogo et dans la zone des cascades? Oui, ouais, oui. Bourema. Non, je dis par rapport à cette ouverture de la foire-là, c'est aussi symptomatique aussi de l'inorganisation de ce 11 décembre parce que il n'y a pas de raison que ce qui est prévu dans le programme officiel puisse être perturbé par des initiatives privées. Les privés doivent accompagner l'officiel et non pas être une obstruction à la réalisation de l'officiel. Et il est surprenant, effectivement, qu'on ait pu constater qu'il y ait deux événements à la même heure, rentrant dans le cadre de ce 11 décembre, et l'un dans le cadre officiel, et l'autre dans le cadre d'une action privée. C'est vrai, le privé participe au développement. Mais le privé ne doit pas faire obstruction à l'exécution de ce qui est prévu dans le programme officiel. Et là, moi, je crois que, sans langue de bois, je crois que le président de l'Assemblée nationale était dans son droit de s'énerver et d'être en colère. Mais il a dit, Bourema, que son protocole, son service de protocole l'avait prévenu qu'il ne devait pas y avoir. Bon, non, y aller, mais moi, ce n'est pas le fait d'y aller qui pose problème. C'est le fait que les autres ne soient pas venus qui pose problème. Moi, je crois que le président de l'Assemblée nationale a bien fait d'y être allé, parce qu'on ne peut pas décaler, en fait, comme on appelle, le minimum d'intelligence institutionnelle aurait voulu que les gens décalent l'événement qui mettait en scène le privé pour réaliser d'abord l'officiel avant d'y retourner. Pourquoi? Peut-être que le président de l'Assemblée nationale aurait accepté d'aller à cette cérémonie d'inauguration de l'hôtel. Non, ce que je veux dire, Bourema, s'il a constaté par ses services de protocole que les autorités ne sont pas là, est-ce que, personnellement, il aurait pu les appeler? Bon, on sait souvent... Non, chacun sait pourquoi il est à la manga. Chacun sait pourquoi il est à la manga, c'est pas à lui de les appeler. Chacun sait pourquoi il est à la manga, c'est pas à lui de les appeler. Voilà. Oui, ce que je voudrais dire sur cette actualité, c'est que je pense que le président de l'Assemblée nationale lui-même a dit, et parce que si les deux activités ont été programmées à la même heure, apparemment c'est sciemment fait, il a dit c'est parce que lui, les parrains, que les autres ne sont pas venus. Donc c'est pour dire que le 11 décembre a été victime un peu d'une guéguerre politique à l'intérieur du MPP, parce que on a toujours parlé en sourdine de cette rivalité que l'on avait entre les ténors du parti. Ça a été donc, ça a jailli au grand jour à l'occasion justement de l'inauguration de cette foire et l'inauguration de l'hôtel. Et je pense que c'est une question purement politique parce qu'on aurait effectivement pu nous passer de cela en décalant les deux activités pour qu'on ait les personnalités. Parce que la raison essentielle, et c'est le président de l'Assemblée nationale qui l'a dit, c'est parce que lui, il a été donc choisi pour être parrain que les autres ont boycotté. Il l'a dit. Oui, on va terminer avec le discours à la nation du chef de l'État, Juvenal. Un discours dans lequel Roch-Marc Christian Kabore a rendu hommage aux forces de défense et de sécurité pour la lutte contre le terrorisme et l'insécurité au Burkina. Mais aussi un discours où il réaffirme avec force sa volonté de lutter contre l'incivisme, la corruption et les autres fléaux qui menacent la cohésion sociale. Vous, votre lecture? Personnellement, je n'y ai pas trouvé un discours, je n'y ai rien trouvé de renouveau. Hein. J'ai trouvé les mêmes incantations, les mêmes formules. À la limite même, je pense qu'il aurait pu prendre le discours de l'année dernière et finalement refaire même le même discours. Donc, franchement, je n'ai rien trouvé franchement qui montre véritablement que quelque chose est... on est changé véritablement de stratégie. Je vois le chef de l'État finalement qui me donne le sentiment évidemment d'être lui-même, embarqué dans une actualité plutôt que d'être finalement une force de proposition. Mais franchement, pour moi, c'est pas un chef-d'œuvre. C'est pas un chef-d'œuvre.
Et je suis un peu surpris que les services de communication du chef de l'État, finalement, sont plutôt dans une sorte de routine dont parlait Bourema tout à l'heure, qui fait que il n'y a pas véritablement d'emballement, en tout cas de mon point de vue, parce que je n'ai pas vu de proposition concrète capable de sortir évidemment le pays d'une situation difficile au plan économique, au plan social et même au plan sécuritaire. J'ai plutôt vu un chef de l'État manifestement, je ne dirais pas pris dans lui-même dans le feu d'une actualité et il ne sait pas véritablement, en tout cas, qu'est-ce qu'il faut faire pour le moment, au point qu'il se passe son temps finalement à demander au Burkinabé, je dirais, si ce n'est finalement de prier avec lui pour que le pays avance là-dessus. Oui, Paul oui, alors, je ne sais pas ce que Juvenal voudrait que le chef de l'État dise en plus de ce qu'il a dit, parce que c'est un discours à la nation. Il faut rappeler que c'est un discours à la nation à l'occasion de cette fête nationale. Et lorsqu'on a un discours à la nation, la préoccupation majeure des Burkinabés, la préoccupation de l'heure, c'est la question de la sécurité. Et je crois que, bon, c'est vrai qu'il n'y a pas eu d'engagement tout à fait nouveau en ce qui concerne la question de la sécurité. Mais moi, je note qu'il reconnaît qu'il y a eu quand même des fermetures d'écoles dans certaines régions du Burkina. Il a dit également que le gouvernement va tout faire pour obtenir la réouverture de ces écoles parce qu'en réalité, le terrorisme, en plus de s'aimer l'insécurité au quotidien, s'attaque également à l'avenir du Burkina. Ça, c'est très important de le rappeler parce que la fermeture des écoles, c'est une atteinte à l'avenir de notre pays parce que l'avenir se construit dans les écoles. Je pense que c'est une préoccupation qu'il faut prendre très au sérieux au sommet de l'État, cette question de fermeture des écoles. Aujourd'hui, on n'en mesure pas la conséquence, mais dans quelques années, on va savoir jusqu'à où il y a eu l'impact de ces fermetures d'écoles. Dans plusieurs régions du Burkina, ce n'est pas seulement l'Est et le Sahel, mais d'autres régions également, et malheureusement, sont entrées dans la danse, notamment la boucle du Moun et le Nord. Oui, et Xavier. Oui, bon, en fait, c'était peut-être pour dire qu'il a insisté un peu sur l'esprit de la cohésion sociale qui doit régner. Il a insisté aussi sur le fait qu'il est toujours attaché à la justice, mais pas de justice sans vérité. C'est d'ailleurs la conclusion de son discours. Peut-être il faut attendre le discours de fin d'année pour s'attendre à des engagements. C'est un discours à la nation à l'occasion du 11 décembre. Il a réaffirmé ses engagements par rapport à la lutte contre l'insécurité. Je ne sais pas ce que Juvenal Sommet attendait comme engagement par rapport à ce qui a été fait. C'est peut-être qu'il faut attendre le discours de fin de l'année pour savoir s'il va prendre des engagements pour l'année 2019. Je veux dire simplement que le chef de l'État, on n'est pas obligé. Il y a des moments aussi où il faut innover en matière de communication. Quand vous n'allez rien apporter de nouveau, franchement, il faut parfois aussi éviter aussi, je dirais, le supplice de ceux qui vous écoutent, parce que moi, le discours de l'année dernière et celui de cette année, j'ai bien écouté. Prenez les deux discours, mettez-les ensemble, vous verrez véritablement où est-ce que la nouveauté se retrouve. Donc, ce que je dis en matière de communication, bon, le chef de l'État, évidemment, il y a un service, il y a des gens qui sont à son service, c'est à eux de lui faire des propositions pour innover. Je n'en veux pas au chef de l'État. J'apprécie évidemment l'opportunité de ces discours en me disant que si on ne doit rien dire de nouveau que ce qu'on a dit l'année passée, il faut trouver une autre manière. On termine sur ce sujet avec vous, Bourema Ouedraogo. Très rapidement, moi j'épouse, en tout cas j'approuve ce que Juvenal vient de dire. J'ai lu le discours, je l'ai relu. Dans la forme déjà, il pose problème. Moi, en tout cas, il faut que le président, effectivement, soit plus rigoureux avec ce qui redit ce discours. Non, sérieusement, parce que là, c'est un discours à la nation. Et quand on regarde les différents discours du président qui se sont succédés depuis celui de son investiture, le meilleur est celui qu'il a prononcé à son investiture. Parce que là, aussi bien dans la forme que dans le fond, il a su dire ce que les Burkinabés attendaient. Mais par la suite, on a comme l'impression que le président s'est vite retrouvé dans la routine. Il fait juste le service minimum, avec un service, je ne sais pas qui sont ceux qui écrivent les discours, mais honnêtement, il faut que le président revoie effectivement à ce niveau-là, pour pouvoir trouver des gens qui savent lui produire des discours qui parlent aux Burkinabés, par rapport au contexte dans lequel il se trouve au moment où il prononce ce discours. C'est très important, parce que c'est ça aussi qui traduit, si oui ou non, le président incarne le chef qu'il doit être, ou bien il est là pour parler juste parce que c'est l'occasion de parler. Or, on a besoin effectivement, quand le chef d'État parle, de sentir que le chef qui parle là connaît son peuple, connaît son pays, et qu'il parle des problèmes qui les tenaillent en ce moment, et essaie de les rassurer
que l'avenir peut être mieux que ce qu'ils vivent aujourd'hui. On ne sait pas ce qu'on retrouve dans le discours du chef de l'État. C'est certainement comme Xavier et Paul Miki l'ont dit, on est pressé, on attend certainement décembre, il va la fin de l'année pour effectivement, voir... les gens vont faire l'effort de faire plus, d'offrir au voilà, vous serez certainement un discours sollicité non, pour... moi c'est pas mon apporter, travail, mais s'ils ne sont pas capables de le faire, qu'ils les virent et puis ils recrutent ceux qui peuvent le faire. C'est ça aussi être chef. On aura compris. On va au troisième sujet, très rapidement, la Côte d'Ivoire, avec la sortie récente de l'ancien président Henri Konan Bédié. Dans une interview accordée à France 24, Bédié évoque une alliance avec Bourema, l'ex-président Laurent Gbagbo, mais aussi avec Guillaume Soro. Et on a comme l'impression, Bourema, que le divorce est maintenant consommé entre les ténors du RHDP. Oui, mais c'est l'aboutissement de tous des mariages forcés ici, au plan politique. Parce que Bédié et Alassane Ouattara ne se sont pas mariés d'équité de cœur. Je crois, si je m'abuse, que aussi les puissances occidentales ont été pour quelque chose dans cette contrainte au mariage entre Oufoué et Bédié. Sinon, moi je sens plus que si Bédié m'est beaucoup plus proche de Gbagbo et du FPI que de Ouattara. Parce que souvenez-vous que tous les problèmes de la Côte d'Ivoire, ça a commencé entre Bédié et Ouattara. Ouais. Et peut-être que aussi c'est la fin des problèmes de la Côte d'Ivoire, ça va finir par des problèmes entre Bédié et Ouattara. Peut-être que, et là effectivement, Soro, lui, peut-être joue un peu le trouble-fête en espérant que ça va lui profiter, mais j'ai bien peur que s'il ne fait pas attention et quand il soit effectivement l'herbe qui est en partie quand les éléphants se battent. Parce qu'il faut faire très attention et mettre là où est pied, parce qu'à force de vouloir péter plus fort que son derrière, on risque d'avoir des problèmes. Mais Soro aussi commence à remettre au goût du jour ses réseaux. Oui. Et quel vaut les réseaux de Soro par rapport à ceux de Bédié et de Gbagbo? Il ne faut pas être prétentieux. Parce que ces acteurs-là ont animé la scène politique de la Côte d'Ivoire depuis plus de 40 ans. Et ils connaissent très bien le pays et c'est ça le problème de la Côte d'Ivoire. C'est le fait que, et c'est le problème d'ailleurs de tous nos pays, quand on a des ténors qui se marient, qui divorcent, qui se réconcilient, qui se retrouvent, en fait, tout le pays se retrouve pris, effectivement, comme on appelle, en tenaille, en fonction des ambitions de ces différents ténors-là. Et c'est ce qui est arrivé à la Côte d'Ivoire, allant jusqu'à pousser le pays dans la guerre civile, et on n'est pas encore épargné de cette éventualité. Si tant est que ces mêmes acteurs-là continuent effectivement à mettre leurs propres intérêts au-dessus de la Côte d'Ivoire. Paul Miki Rouamba, sur le divorce Alassane Ouattara, Henri Konan Bédié. Alors je pense que vraiment tout dit par rapport à ce divorce, il faut peut-être se rappeler les conditions du mariage pour pouvoir justifier le divorce. Effectivement, c'était un mariage arrangé et pour servir les intérêts du moment, parce qu'à l'époque, on sait quand même qu'à la fondation du RHDP, c'était pour prendre le pouvoir et il y a eu des accords qui malheureusement n'ont pas été respectés. Parce que je pense que les Ivoiriens... Et dans l'interview accordée à notre confrère de France 24, oui. Bédié estime que c'est l'autre côté, exactement, il n'a pas tenu parole. Il a même dit qu'il a regretté justement d'avoir soutenu Ouattara à un moment donné. Et ça, c'est connu déjà, que c'est Ouattara qui est accusé de n'avoir pas tenu parole dans leur accord et tout. Donc, je pense que les Ivoiriens vont aller aux élections en 2020. Et déjà, quand l'heure des élections approche, on peut assister à ce genre de repositionnement, et parce que chacun voulant donc la reconquête du pouvoir d'une manière ou d'une autre. Donc, ça peut se justifier par cela. Et ce sont les intérêts du moment qui ont servi à un moment donné à la fondation du RHDP. Aujourd'hui, les intérêts sont divergents. Chacun tente quand même d'aller se faire valoir ailleurs. Et je pense que c'est ça qui justifie ce divorce qui est consommé aujourd'hui entre... et notamment Bédié et Ouattara. Maintenant, on verra bien dans les prochains jours quel type de recomposition on veut avoir justement avec ce qui se passe du côté du FPI, avec la libération promise de Laurent Gbagbo et tout. Et peut-être que ça va quand même permettre... On va y arriver. La rumeur, la libération de Laurent Gbagbo voilà, ça va peut-être permettre de repositionner les choses. Charles Blegoudé. Oui, Xavier. Oui, moi, peut-être il faut faire beaucoup attention parce que dans ce divorce annoncé, n'oubliez pas qu'Alassane aussi a eu à débaucher certains cadres au niveau de Bédié qui se sont alliés à Alassane
Ça aussi, c'est une réalité. Et cette récomposition de l'environnement politique de la Côte d'Ivoire doit tenir compte. Bédié, on va dire, il est pratiquement seul. Si on connaît un peu l'échiquier politique en Côte d'Ivoire, Bédié est très influent dans le PDCI-RDA. Justement, il est très influent, il dirige toujours le parti. Le PDCI-RDA est très implanté. Mais justement, Alassane a eu une stratégie de débaucher certains tenants au niveau du PDCI pour son ralliement. Donc, ça pose vraiment des difficultés actuellement à Bédié. Voilà pourquoi il a choisi de faire appel au FPI. Ça aussi, c'est une réalité. Je n'en dis ce qu'on ne vient pas. C'est vrai, il a toujours cette mémise au niveau de certaines parties de la Côte d'Ivoire, mais c'est qu'il a perdu aussi certains camps. Voilà pourquoi il tend la main au FPI pour certainement revoir la présidentielle de 2020. Juvenal, est-ce que c'est votre avis que Bédié se sent affaibli et donc il cherche une alliance avec certainement ses anciens adversaires? Affaibli, je ne sais pas. Quand vous l'écoutez, frustré, oui, mais affaibli, je pense que ça dépendra de là où on se situe, hein, et de quel bord, évidemment, on prend la chose. Ce qui est certain, pour en revenir à votre question, son interview, ce n'est pas une surprise. Hein, en fait, il enfonce une porte largement entrouverte depuis longtemps. Ce sont, nous, en tout cas dans la presse, depuis longtemps, tout le monde est unanime qu'il y a une crise entre, évidemment, les deux alliés. Ce sont eux qui s'évertuent à faire croire sur d'autres antennes, d'autres médias que tout va bien entre eux. Il y a entre mon grand frère Bédié et moi, il n'y a aucun nuage. Entre mon frère Alassane et moi, tout va bien. Et alors que tout le monde sait que rien ne va plus entre eux depuis longtemps et que la guerre est déclarée, la guerre de 2020, la guerre entre griffes est déclarée pour 2020. Donc aujourd'hui, à mon avis, ils sont en train de finalement dans un jeu, je dirais, à se faire peur les uns les autres parce que ils sont plus ou moins convaincus que personne ne peut gagner la présidentielle de 2020 tout seul et que ce sera forcément un mariage, à défaut d'être un mariage à deux, comme le disait Brahima, ce sera un jeu d'alliance dans lequel, évidemment, chacun aura tout le loisir, évidemment, de choisir le partenaire avec lequel il veut aller aux élections. Donc, pour moi, c'est Bédié est en colère, évidemment, contre Ouattara, qu'il accuse, comme vous l'avez dit, de n'avoir pas respecté l'état de l'engagement qu'il avait pris envers lui. De ce que je sais, Alassane Ouattara dit n'avoir jamais pris d'engagement envers Bédié. Donc on en est là aujourd'hui à rebattre les cartes politiques avec les éléments que vous connaissez, Soro et compagnie, qui sont finalement en train de flotter un peu. Donc aujourd'hui, je pense que cette interview rebat les cartes pour 2020 et on n'est plus que jamais dans l'incertitude par rapport à ces élections. Et manifestement, je pense que... Est-ce qu'il faut craindre le pire en 2020 ? En tout cas, je pense que tous les scénarios sont possibles. De ce que je sais, et quand je lis un peu la radicalisation, ou du moins les mots utilisés parfois pour qualifier, pour écorcher vif évidemment l'adversaire, je pense qu'il y a lieu que le discours politique en Côte d'Ivoire s'apaise un peu s'ils veulent véritablement aller à des élections qui leur permettent, à mon avis, de trouver une issue à cette crise qui s'est installée. Oui, Bourema, c'est dans ce contexte qu'on a appris dans la semaine que Laurent Gbagbo et son acolyte Charles Blé Goudé ont été libérés par la CPI. Une libération provisoire demandée par les intéressés d'ailleurs, mais une rumeur très rapidement démentie par la CPI. Et vous qu'est-ce que vous en pensez? Comme on dit, peut-être qu'il n'y a pas de fumée sans feu. Tout porte à croire, en tout cas, quand on écoute les uns et les autres, en tout cas les informations qui nous parviennent de la haie, qu'effectivement, Gbagbo et Blé Goudé sont plus proches de la liberté provisoire et même d'un non-lieu, si on en croit à leur avocat. Parce qu'effectivement, après 3 années de procès, l'accusation peine effectivement à démontrer en quoi effectivement Gbagbo et son clan étaient plus responsables des crimes qui ont été perpétrés à la faveur de la crise post-électorale que Ouattara et tous ces rebelles qui l'ont aidé à déloger Gbagbo du palais présidentiel. Donc il y a effectivement la CPI elle-même a créé les conditions pour qu'on n'ait pas un bon procès
dans l'affaire de la crise, en tout cas des crimes commis au niveau et comme on dit, dans ces genres de situations, quand il y a le doute, le doute profite toujours à l'accusé. Et c'est ça malheureusement la situation. Et moi j'ai bien peur que, effectivement, pas que je souhaite qu'on maintienne forcément Gbagbo et Blé Goudé dans les liens de la détention, mais je crois que ce qui est arrivé aux 3000 Ivoiriens qui sont morts après la crise post-électorale de 2010 mérite quand même qu'on sanctionne les auteurs. Parce que si on ne le fait pas, on va créer les conditions d'impunité pour ces crimes odieux qui ont été commis. Et c'est malheureusement ce qui est en train de s'arriver. Et ce n'est pas forcément en condamnant Gbagbo et Blé Goudé qu'on y arrivera. Il faut effectivement que les responsables des deux camps... Il ne faut pas qu'on prenne des soldats qu'on va nommer des colonels en sachant qu'eux aussi, ils ont été effectivement pour quelque chose dans ce qui est arrivé en 2010. Et aujourd'hui, ils boivent les petits laits et on prend deux personnes. Une justice des vainqueurs. Je crois aussi que la justice internationale doit nous éviter une telle justice de déshonneur. Parce que si on condamne Gbagbo et Blé Goudé seuls aujourd'hui dans la crise ivoirienne, là, je ne crois pas qu'on aurait rendu justice. On aurait créé vraiment une injustice vis-à-vis des victimes en Côte d'Ivoire. Oui, aux dernières nouvelles sur cette rumeur, il semble que la justice n'a pas encore réglé toutes les formalités administratives avec le pays d'accueil pour accueillir les deux accusés. Et toujours selon ces sources, l'État qui doit les accueillir a été informé par la CPI, mais n'a pas donné son avis favorable. On est vraiment pris par le temps. Juste un mot sur les gilets jaunes en France, avant qu'on ait conclu avec cette émission. Paul Mikirouamba, oui. On l'a vu, l'attentat de Strasbourg qui a été un peu comme du pain béni pour le pouvoir Macron. Dans la mesure où, hier, par exemple, il y a eu on commence à sentir un essoufflement du mouvement. Oui, c'est vrai que hier samedi, il y a eu très peu de manifestants comparativement aux autres samedis. Et c'est effectivement la conséquence de l'attentat de Strasbourg. Là, nous sommes en France. Peut-être que si on était au Burkina, on n'aurait même pas eu de manifestations parce qu'on est beaucoup plus peut-être enclin à respecter le malheur qui est arrivé justement à côté de cela. Mais je pense que c'est un mouvement qui malheureusement risque de reprendre parce que quand on écoute un peu la colère des Français, moi je ne sais pas quelle est l'origine de cette colère, mais j'ai l'impression quand même que les positions sont très figées en ce qui concerne la politique d'Emmanuel Macron, dont les Gilets jaunes demandent la démission aujourd'hui. Et c'est peut-être une trêve qui est observée cette semaine. On attendra de voir ce que le mouvement va proposer les semaines à venir, au-delà justement, et en dépit des promesses qui ont été formulées par le président Emmanuel Macron, et qui, à mon avis, même perd finalement les mots à la recherche d'un climat apaisé en France. C'est à ne rien comprendre. Juvenal Sommet. Essoufflement, je ne sais pas, il faut encore attendre. Je pense qu'il y a eu un petit moment de flottement. Il y a eu l'attentat de Strasbourg dont vous parlez. Il y a eu le discours du président Macron qui a fait des propositions, évidemment, aux manifestants. Donc je pense qu'il y a évidemment ces deux éléments qui ont joué en faveur évidemment de ce petit moment de flottement qui fait qu'on a l'impression que le mouvement s'est essoufflé, mais je pense qu'il faut encore patienter parce que bien évidemment il y a encore la 5e semaine de manifestation qui arrive et qui sera à mon avis le test qui nous permettra évidemment de constater si oui ou non le mouvement s'est essoufflé. Parce que les Gilets jaunes ne me semblent pas avoir été satisfaits par les propositions faites par le chef de l'État. Et je pense qu'on verra dans les jours à venir si oui ou non le président a repris la main ou si tout simplement la rue continue évidemment de dicter sa loi dans le bras de fer qui l'oppose à l'exécutif en France. Oui, on termine avec vous, Bourema, sur ce sujet et avec l'émission. Je lisais justement un commentaire d'un anthropologue, Jean-Pierre Jacob, sur la crise des Gilets jaunes, qui disait en fait qu'il y a une méprise au niveau institutionnel par rapport à la réponse qu'il faut donner à la crise des Gilets jaunes, parce qu'on a comme l'impression que l'État ou le gouvernement comprend que c'est une crise anti-taxe, une crise anti-baisse des pouvoirs d'achat, mais ça va plus loin. C'est d'abord une crise du système de la démocratie représentative, qui fait que, en fait, de plus en plus, les Français ne votent pas, les Français
et déjà, il y a eu un certain nombre de débordements parce que l'accès de Macron lui-même au pouvoir est la résultante justement de cette crise-là. Donc, qui est lui-même est le fruit du débordement qui est en train de se manifester aujourd'hui et qui n'a pas pu trouver les réponses parce qu'il est arrivé et il a voulu gouverner selon le système classique libéral qui a toujours gouverné la France, même si on a parfois des pouvoirs socialistes, mais en face, les gens n'ont pas trouvé comme on appelle la réponse. Il y a aussi, cette crise aussi met en scène la grande majorité des désœuvrés, parce que là on n'en parle pas, parce qu'il semble qu'il y a beaucoup de chômeurs, des gens qui sont en emploi intérimaire, des gens qui n'ont, et qui vivent à la périphérie, qui n'ont pas accès, voilà, qui n'ont pas accès au transport que vous avez, au système de transport que vous avez à Paris. Ils ont peut-être leur voiture et ils habitent en banlieue de France, ils doivent payer le carburant, tout ça. Donc il y a tout un ensemble de faits autour du modèle social et économique, même français, qui est aujourd'hui remis en cause et qu'il faut effectivement qu'on trouve des réponses à ce niveau-là. Et les jours à venir nous donnent certaines propositions parce que le système qui a sécrété Macron n'a pas su effectivement refléter l'image qu'on voulait, parce que venir chasser la classe politique et puis vouloir donc, gouverner si Macron comme est arrivé avec la République en marche à se hisser au pouvoir, peut-être que les gilets jaunes un jour aussi pourront avoir un mouvement. Voilà, qui pourra gilet jaune. Voilà. Voilà, on va s'arrêter là pour le débat de presse de ce dimanche. Ils sont venus pour le débat Bourema Ouedraogo du Reporter, Paul Miki Rwamba de Ouaga FM, Xavier Belemigré de Radio Burkina et Juvenal Sommet de Info Wakat. Merci à tous les quatre d'être venus pour le débat de presse de ce dimanche. Merci à vous également pour votre attention et à très bientôt pour d'autres sujets à débat de presse. Au revoir.